Bonjour à tous, amis qualiticiens. Je sais pas pourquoi j'ai des amis. On devrait trouver un nom aux personnes qui nous écoutent. Les académiciens. Les académiciens. Ah ouais! Bonjour les académiciens. Bienvenue dans cet épisode 7 de la pause café. J'espère que tu as ton petit café, mon petit Romain. Il est là. Aujourd'hui, épisode comme aux origines. Oui, parce que l'épisode de la pause caf 1, on n'était que 2. Et là, on se retrouve encore à 2. Arnaud a eu un petit empêchement. Du coup, show must go on. Nous voici ensemble pour continuer notre aventure du processus déviation. Comment ça va aujourd'hui, Romain ? Eh ben, ça va très bien. Prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un coucou à l'équipe qui anime le compte de Dell Farm Tour, qui doit probablement écouter C'est marqué dans les BPF. Donc, merci les gars, c'est top. Et puis, écoutez, bonne chance pour votre parce qu'ils ont posté un message sur LinkedIn pour faire du recrutement chez eux. Donc, ils cherchent pas mal de personnes. Hein, allez voir le site. Et puis, du coup, ils ont mis notre bannière du podcast, c'est marqué dans les BPF pour attirer du monde. Donc, je suis très content. Pour attirer le chaland. Bon, tu travailles sur quoi en ce moment, Romain, toi ? Mais ça te regarde pas, secret professionnel. Oh. Moi, je travaille sur un gros dossier erreur humaine. Donc, okay, intéressant. En ce moment, je suis là-dedans. Donc, sur de la punition, t'es la mort de punition, c'est ça? J'ai constitué un petit arsenal de fouets, de machins, de trucs. Et puis, du coup... Non, moi, on vous en parlera dans un épisode un peu plus lointain quand même. On va terminer sur le processus de déviation, bien que ça soit connexe. Hein. C'est très, très connexe, surtout d'ailleurs à ce qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Mais voilà, on en reparlera dans un épisode dans pas longtemps. Alors, est-ce que tu te rappelles de ce dont on a parlé la semaine dernière ? Alors, on avait parlé de mémoire du début du process déviation. Mm-hmm. À partir du moment de la survenue de l'événement, avec donc la description, avec le fameux QQOQCCP, si je me trompe pas. On avait parlé pas mal d'actions immédiates, enfin d'actions. Ouais. On a un peu digressé là-dessus. Si je dis pas de il est fort. Bah, si tu veux, j'ai écrit un truc, donc va pas trop loin. J'ai écrit. Ok. Voilà. On a parlé du début du process dev. Super. Alors, comme on dit dans l'épisode précédent. Donc, on avait commencé à parler effectivement, tu l'as très bien dit, du QQOQCCP, qui est pour nous la meilleure technique pour enregistrer un événement. Point souligné important, et notamment pour aujourd'hui. Donc, le quoi, qui est le danger. Donc, c'est un fait que l'on peut constater et il est très important car s'il est mal défini, ça fait partir l'investigation de travers. Le quoi, je sais pas, comme ça, là sur la brûle pour point, là, t'as un exemple, Romain, d'investigation qui est partie de travers à cause d'un mauvais quoi ? Moi, mes investigations partent jamais de travers. Oh, il a un boulard. Je te laisse réfléchir. Si jamais il y a un truc qui te vient à l'esprit, je vais continuer mon petit résumé de l'épisode précédent. On avait également aussi important, donc le pourquoi. Donc là, on dit que le pourquoi, c'est notre avis. Après, hein, chacun fait comme il veut, mais nous, on fait comme ça. Donc le pourquoi c'est un problème. Et là, c'est top parce qu'on va pouvoir commencer à parler gravité. On va commencer à tirer de l'information pour définir un peu mieux notre gravité. Et notamment la perception du déclarant, parce que du coup, lui, il est dans le process, et si lui décide de dire que c'est un événement bizarre, du coup, il va nous mettre, c'est là où il va pouvoir le préciser. Par exemple, je sais pas moi, si jamais il regarde dans sa cuve et qu'il y a de la mousse, pour lui, il y a jamais de mousse, et là aujourd'hui il y a de la mousse, et du coup là il va dire il y a de la mousse parce que moi il y a jamais de mousse, et si des fois les gens connaissent un peu plus la chimie, s'il y a mousse ça veut dire qu'il y a, je sais pas moi, saponification, j'en sais rien, et c'est pas bien. Il y a pas assez de vide ou il y a trop de vide. Ouais, voilà, c'est ça veut certainement dire que le vide, le vide est cassé, etc. Donc pour lui, et là du coup, boum, ça nous met directement plein de contexte dans la déclaration. Et l'autre truc ultra important, c'est le comment. Alors nous, on considère que ça veut dire comment ça a été détecté. Et là, on commence à parler détectabilité. Donc ça, c'est aussi des points assez importants aujourd'hui parce qu'on va parler de l'évaluation. Donc comment tu mets pas du tout
un peu de comment ça s'est passé quand même. Enfin, si tu as une cause un peu évidente, directe, tu le mets pas à ce moment-là? Le comment, c'est pas dans le comment. Ok. Moi, du coup, en général, les gens aiment bien élaborer dans le quoi. Enfin, après, de toute façon, tu peux élaborer. Oui, effectivement, tu peux élaborer dedans, hein. Mais en général, tu sais, tu as ton quoi qui est défini en une phrase. Et puis après, du coup, tu as un peu plus d'élaboration du contexte derrière, quoi. Mais bon, de toute façon, t'expliques un peu plus une fois que tu as balayé ton QQ au QCCP, tu vas avoir finalement, tu vas avoir ton histoire qui va être décrite. Après, c'est à toi de la remettre dans le bon ordre, en faisant un paragraphe un peu intelligible pour bien expliquer quand tu fais ton rapport. Mais normalement, tu auras suffisamment d'éléments de contexte pour faire tout ça. Après, tu as les actions immédiates aussi, hein, qui vont pas mal t'expliquer de choses là-dessus, quoi. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, il me semble, mais le QQCP, c'est vraiment un outil de collecte. C'est pas quelque chose qui va être facile à lire et clair au premier abord. Quand on met un peu toutes les infos qu'on a, et après on fait le tri pour voir ce qui est pertinent de garder ou pas. Mais le but là, c'est vraiment d'en avoir le plus possible, quoi, pour avoir de la matière sur laquelle bosser. Et par exemple, on en revient sur le quoi. Donc le quoi, si jamais tu mets, comme tu dis, hein, tu mets des éléments dont tu n'es pas sûr. Par exemple, dans le quoi, on dit l'opérateur a oublié de fermer la vanne, de l'autoclave. Bah là, en fait, on met déjà on met déjà de la cause dans du quoi. Donc est-ce que c'est plutôt le quoi? C'est plutôt la vanne de l'autoclave est restée ouverte pendant le cycle, quoi. Voilà, c'est des faits. Après, c'est des faits. Voilà. Est-ce que l'opérateur a vraiment oublié? Bon, après, l'investigation nous le dira. Exactement. Allez, on continue. Donc enfin, on a fait une petite digression sur les actions immédiates, les actions correctives, les actions curatives, les actions préventives. Et on a souligné l'importance d'enregistrer ces événements pour pouvoir évaluer la performance du processus d'évaluation, faire périodiquement un Pareto des événements pour traiter le ou les plus récurrents. Ça va être très important pour aujourd'hui. Et enfin, répondre aux exigences de traçabilité. J'ai fait un post un peu acerbe hier là-dessus, sans devoir se payer une investigation qu'on n'a pas forcément le temps de faire et qui va pas forcément apporter grand-chose. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le top du top, et ça c'est pareil, on va en parler un peu aujourd'hui, c'était de commencer à lister les risques en face de en face de l'événement. Donc donc il faut pas hésiter à bien se poser pour lister ces risques. Ça va bien nous aider après à correctement faire notre évaluation. Alors, on rentre dans le vif du sujet, l'évaluation. Romain, de quoi on parle? C'est quoi cette évaluation? Donc là, tu parles du moment où on décide si ça reste un événement ou si on le passe en déviation. Exactement, ouais. Donc c'est un moment où donc il faut prendre une décision. Donc pour ça, moi je dirais tendance à dire pour moi il faut que ce soit collégial. Donc faut être plusieurs pour prendre ces décisions. Bon, pour un truc produit minimum prod et AQ, un représentant de chaque. Peut-être maintenance. Ça peut aussi valoir le coup si ça concerne un équipement de près ou de loin. Donner un peu comment ça fonctionne à l'intérieur du bazar. Voilà, et puis même qui peut peut-être anticiper des risques que quelqu'un de la prod et de la Q aura pas sur un dérèglement ou je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc très important que ça soit collégial, une décision prise à plusieurs et pas tout seul dans son bureau au débeauté avant la réunion du matin. Voilà, alors ça c'est c'est ce que je voulais aborder. Est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pendant le SQDCP, ou le top 15 ou en gros la réunion du matin qui réunit tous les managers du secteur? Je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut profiter qu'il y ait tout le monde à ce moment-là pour le faire, mais genre avant ou après. Ouais. Les gens sont là et ça prend 5 minutes, quoi. De toute façon, si ça prend plus de 5 minutes, c'est une déviation. Ouais, effectivement, tu as raison. En fait, ce qu'on peut faire pendant le top, c'est justement
passer les événements, du coup les annoncer, lire les quoi, qu'est-ce qu'on a eu hier comme événement, comme écart, et après la réunion, prendre le temps avec les gens concernés de les évaluer tranquillement, parce que du coup en fait ça va pas forcément concerner tout le monde l'évaluation, Ouais. et donc ceux qui sont là pour la supply ou les gens comme ça, quoique ça peut intéresser la supply dans certains cas, hein, si ça se transforme en déviation. Mais bon, ils vont pas Mais au moins, ils participer. entendent l'intitulé et ils peuvent rester si ça les intéresse. Et le numéro de l'eau aussi, surtout. Oui, aussi, oui. Le produit sous tension qu'on attend depuis des mois. Quoi? Ah bah tiens, il y a un gars qui a fait tomber sa montre dans la cuve. Je pense que celui-là, vous l'allez pas l'avoir tout de suite. Non, voilà, ouais. Donc, on annonce un peu les problèmes, les numéros de l'eau. Et puis après, donc là, on continue notre top. Et puis ensuite, à la fin de la réunion, hop, on utilise tous nos outils de décision pour évaluer ces fameuses déviations. Et on attribue les investigations aux différents investigateurs. Et là, on parle juste de événement ou déviation et pas encore de criticité. Hein, on est d'accord. Voilà, ouais. Dans notre philosophie. Après, on peut tenter un doublé, hein, mais on risque de pas avoir assez d'éléments pour se prononcer directement, quoi. Donc on a dit, donc là c'est pareil, hein, j'ai fait un post juste ce matin, il me semble, ce matin, sur pourquoi c'était important, et on en a parlé un peu la semaine dernière. Hein, c'est pourquoi c'est important d'avoir la qualité et la prod, hein, la vision complémentaire, une vision qui va plutôt être processus et et machinabilité de la production, et tandis qu'il va avoir une vision plutôt orientée patient et réglementaire pour la qualité. Donc les deux risques se complètent très bien, hein, et ensemble, vous pouvez lister les risques vachement plus efficacement que tout seul, quoi. Et surtout les dédramatiser aussi, si la qualité d'ailleurs a tendance à tout de suite comment on dit, plier les orteils dans les chaussures à l'annonce de certains problèmes. Rayer le parquet. Rayer le parquet. Alors que finalement, en fait, quand on explique, justement, d'où l'importance d'expliquer, en fait, c'est pas forcément si grave, quoi. Donc, faut bien prendre de l'information à ce moment-là pour pas tout de suite monter dans les tours. Et alors justement, voilà, Romain, selon toi, de quoi les qualiticiens ont peur dans l'évaluation des déviations? Bah, je pense qu'ils ont peur de laisser passer quelque chose ou de pas de pas assez, de traiter un peu négligemment quelque chose qui est grave, quoi. Je pense que c'est ça qui pourrait être grave, ouais. Ouais, qui pourrait être grave, ouais. Et ils ont peur, ouais, c'est ça. T'as peur de mettre ta parole en jeu si jamais, en fait, le problème que tu as vu, il est plus grave que ce que tu pensais. Ouais, c'est ça, parce que tu mets quand même ta responsabilité sur la décision, donc forcément, tu as peur que de prendre la mauvaise décision, hein, tout simplement, et que derrière, ça ait des répercussions importantes. Parce que c'est effectivement mais ce qui est intéressant, c'est que là, l'événement, il est vu. Hein. Donc là, en fait, c'est pas comme si tu passais sur ligne et que tu voyais un truc énorme se produire et personne faire attention, quoi. Mmh. Là, le problème, du coup, quelqu'un a fait attention et puis le voit. Donc si, de prime abord, on pourra jamais dire de façon sûre, hein, mais on a suffisamment de raisons de penser que ce problème a pas d'impact, le risque est quasiment nul. Du coup, on a enregistré le fait qu'il y a cet événement, et finalement, si jamais il y a un problème plus tard, on le verra par exemple sur les spécifications, sur l'analyse, non? Oui. Après, il y a peut-être un côté, si ça c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe et qu'on ne sait pas forcément, quoi. Il y a peut-être aussi ce côté-là. Mais en effet, l'événement détecté, le système marche, quoi. Il est enregistré. Ouais. Et si jamais, après, derrière, on s'est planté, c'est-à-dire qu'il y a un problème, effectivement, si jamais on s'est planté sur notre décision événement, et bien, du coup, on pourra relier le problème à cet événement et là, commencer son investigation sur la base d'une ouverture d'un ordre spécification. Faut pas le mettre parce que finalement, nous, notre parole de qualiticien,
notre savoir et notre compétence de qualiticien fait qu'on prend la décision en disant bah voilà, je connais bien mon process. Et effectivement, ce problème-là pour moi, il n'y a pas d'impact. Et bien du coup, on peut le laisser, on le déclare en événement et on va pas s'embêter avec ça. On a des problèmes plus importants à régler aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, ça va pas passer d'un truc qui a été classé en événement à une déviation critique. Voilà, ouais, c'est ça. Ça arrivera jamais. Au pire, ça serait une mineure. Et si vraiment vous vous êtes planté, ça serait une majeure, mais ça arrive jamais en vrai. Ouais, voilà, ouais, c'est très juste, c'est très bien ça. Donc là, dans notre approche sur, il y a eu un événement, on va surtout regarder les risques et vérifier, et se demander s'il y a un impact, mais on va pas se poser la question sur la fréquence, l'occurrence. Oui, parce qu'en fait, dans notre monde idéal, on fait un suivi de nos événements à intervalles réguliers. Bon, pas forcément tous les mois, mais peut-être tous les trimestres ou tous les semestres. Et c'est là où on va étudier les récurrences. C'est pas au moment de la classification événement déviation. Voilà, exactement. C'est un autre travail, quoi. Et d'ailleurs, on a eu des nouvelles d'un client pas plus tard que tout à l'heure, qui nous a dit que ses responsables assurance qualité opérationnelle faisaient tous les mois une évaluation des événements qu'il y avait eu sur le mois par rapport à l'année, et ils prenaient 5 événements au pif dans la liste pour voir si l'évaluation était cohérente. Donc je suis hyper content parce que du coup on a intervenu et pas peu fier, je le sens. On est intervenu chez eux en 2020, 2021 21, ouais. Ouais, donc ça fait quasiment 2 ans là, et puis du coup c'est toujours en place et ça fonctionne, quoi. Donc je suis vraiment très content. Donc voilà, la fréquence, c'est un autre travail effectivement qui permet de détendre un peu ce travail d'évaluation. Voilà. Ça rentre en compte dans la criticité, mais pas pour la classification événement déviation. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais mettre en balance par rapport au risque de oh punaise, j'ai peut-être fait passer un truc, c'est le pendant de ça. Donc si jamais tu dis j'en sais rien, allez tant pis, qui peut le plus peut le moins, j'envoie une déviation. Et là derrière, il va y avoir, on va mettre en branle toute la mécanique max, quoi. On va envoyer la grosse Bertha la grosse Bertha de la déviation. Et donc il y a plein de personnes qui vont être impliquées dans cette décision. C'est juste à ce moment-là, le bouton je sais pas, je mets en déviation, ting. Là, du coup, on se met on va mettre en branle plusieurs dizaines d'heures de travail et un risque important. Donc, on va avoir les personnes qui vont évaluer la criticité de notre événement déviation. Donc là, je vous passe un peu les discussions de tournage autour du pot, parce que finalement, vu que c'est quand même un événement, c'est pas facile la criticité est pas facile à évaluer. Ensuite, on va avoir une personne qui va se prendre l'investigation, hein, donc qui va investiguer un non-problème. Donc, on va prendre du temps investigateur à investiguer un problème qui finalement n'en est pas un. Donc là, et qui saoulera tout le monde. Voilà. Oh, donc là, franchement. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et donc là, il va aller marcher un peu sur un fil pendant toute une après-midi en punaise, en essayant de bricoler une espèce d'investigation, bien après avec la bonne méthode, ça se fait, hein. Et donc là, il y a une personne après qui va relire son investigation et qui va devoir la clôturer. Donc là, le gars de la qualité qui va souvent voilà. Et cerise sur le gâteau, si on lui impose de trouver une CAPA là-dessus, et souvent on va finir par une CAPA qui va être modification documentaire, rappel opérateur, le top du top, c'est rajouter une case dans un dossier de l'eau, hein. C'est ça. Là, du coup, derrière, en faisant ça, on va faire chier encore la personne qui va modifier le dossier de l'eau. Et après, pendant tout le reste de la vie du site, l'opérateur qui va remplir le dossier de l'eau va remplir sa case, le mec qui vérifie le dossier de l'eau pour vérifier que la case a bien été remplie, et le libérateur, si jamais... Donc potentiellement des nouvelles déviations parce que la case n'est pas cochée. Non mais... Ouais, c'est ça. Et tout ça pour juste un gars juste parce qu'on n'avait pas très bien confiance en le fait que c'était peut-être une déviation mineure, et du coup... Alors que finalement, on est en retard sur l'investigation des déviations critiques, quoi. Donc voilà. Donc finalement, la décision déviation événement, elle est pas si innocente. C'est pas si innocent que ça de balancer un événement en déviation.
Et donc, quelle solution on a pour se prémunir de ça? Et ben, du coup, nous, on avait commencé, donc notre religion là-dessus, c'était à la base de faire un filtre. Donc, c'était un banal enfin, comment on appelle ça? Un logigramme. Un logigramme. Je vais le projeter. Donc là, on avait fait un logigramme où la première étape, c'était, voilà, est-ce que l'événement, enfin, est-ce que c'est lié à un produit? Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Est-ce que du coup, c'est lié à un produit ou pas? Donc là, lié à un produit ou pas, si c'est pas lié à un produit, là, on va rentrer un petit peu dans l'obscurité des déviations système, quoi. Parce que c'est une déviation qui est pas liée à un produit. Du coup, ça veut dire que si c'est là où c'est les déviations en général qu'on va mettre de côté. Bon, on les a ouverts et puis vu que c'est pas lié à un produit, ça rentre pas dans le flux. Donc on a un peu plus de temps parce qu'on va pas être pressé par qui que ce soit pour faire l'investigation. Du coup, elle va attendre un moment. Mais là, on n'en est pas encore à la déviation, donc c'est l'événement. Donc l'événement, est-ce que du coup, s'il est pas lié à un produit, hop, est-ce qu'il est après on pose la question, est-ce qu'il est contraire à un document qualité? Donc s'il est même pas, donc si c'est pas lié à un produit et si c'est pas contraire à un document qualité, globalement c'est rien, quoi. Donc là, nous on dit voilà, on classe l'événement. Et après, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc c'est-à-dire que imagine, t'as un événement qui est pas lié à un produit et qui est contrairement à un document qualité. Alors est-ce que tu as en tête un exemple de ça? Moi j'en ai un bon. Ah ouais, un événement qui est pas lié à un produit, qui est contraire à un document qualité. Alors, typiquement, il y en a une qui est classique, c'est, voilà, j'ai mis plus de 30 jours à investiguer ma déviation. Est-ce qu'on ouvre une déviation pour ça? Du coup, moi, je vous le déconseille parce que là, du coup, vous n'êtes pas sorti du bazar, quoi. Donc, en fait, typiquement, là, notre vision là-dessus, c'est est-ce qu'on peut évaluer l'impact d'un coup d'œil? Si oui, genre voilà, on n'a pas investi en plus de 30 jours, c'est pas grave, c'est sous contrôle, on a notre pilotage qui est en cours. Oui, effectivement, le sécu, il a dû faire un retest ou j'en sais rien. Du coup, voilà, il n'y a pas d'impact. Par contre, si il y a 400 déviations qui ont dépassé 30 jours d'investigation, là on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas libéré un lot sans avoir clôturé la déviation? Comment on va faire pour revenir à la normale? Là, il y a peut-être l'occasion de peut-être ouvrir une déviation là-dessus et de faire une investigation. Ok, pourquoi on a tant de retard? Et est-ce qu'on a un impact? Est-ce qu'il y a un impact derrière? Est-ce que tous les lots qui sont impactés par des déviations sont toujours dans les stocks, quoi? Donc voilà. Donc là, c'est un truc un peu informel sur est-ce qu'on peut lever les impacts rapidement? Donc si oui, déviation, sinon on classe. Derrière, on remonte tout en haut. Est-ce que le produit, l'événement est lié à un produit? Enfin, l'écart est lié à un produit. Donc si oui, là, on va avoir une marche à suivre. Ok, on va se poser la question, est-ce qu'on a une conduite à tenir face à cette problématique? Donc finalement, s'il y a une procédure qui décrit, si jamais vous apercevez que les étiquettes sont de travers sur la boîte, sur la boîte au conditionnement, hop, vous arrêtez, vous revenez jusqu'au dernier, enfin vous faites un contrôle remontant jusqu'au dernier IPC, vous déconditionnez, vous remettez les blisters dans le bac à réintégrer et une fois que vous mettez un événement, enfin vous mettez un commentaire dans le dossier de l'eau qui peut être contresigné par l'AQ au redémarrage. Et on n'en parle plus, quoi. Donc là, du coup, il n'y a pas besoin, d'aller plus loin que ça. Le problème est géré en lui-même par la procédure. Pas besoin d'ouvrir une déviation pour ça, quoi. C'est ça. Mais voilà, une conduite à tenir, c'est un truc procéduré. Hein. C'est pas machin, il sait quoi faire quand il y a ça qui arrive. C'est quelque chose qui est écrit, décrit et approuvé. Voilà. Je sais pas, vous avez votre process où vous dépassez de 5 degrés la température, vous mettez à refroidir. S'il n'y a rien dans votre dossier de l'eau qui vous dit que ça peut arriver et qu'il faut faire ça, là par contre, c'est pas une conduite à tenir, ça. Ouais.
Mais par contre, dans la conduite à tenir, on ouvre, là, tu vois, dans mon histoire d'étiquette mal collée, par exemple, on ouvre l'événement quand même, voilà. Parce que finalement, est-ce que le fait que la ligne s'est déréglée et a commencé à coller des étiquettes de travers, oui, c'est pas très grave, mais c'est chiant. Et si ça arrive tous les jours pendant ce mois-ci, ou enfin si ça pas tous les jours, mais si ça arrive régulièrement cette année, faut peut-être qu'on se pose la question sur cette machine à coller les étiquettes, qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc une fois qu'on a passé, donc si jamais on n'a pas de conduite à tenir par rapport à notre événement, et bien là du coup on va pas les passer en revue, hein, mais on va se poser toute une série de questions. Et en fait finalement cette série de questions, le but c'était de faire réfléchir l'utilisateur aux différents risques qui pourraient inhérents à notre événement. Donc en fait là l'idée c'était derrière, si on répond non à toutes les questions, bah là du coup on est plutôt sur un commentaire et on classe l'écart en événement. Si on répond oui à une seule de ces questions, bah bing, ça nous ouvre une déviation. Ouais. Donc en Oui, fait les questions elles vont concerner un peu les grands thèmes. Ça va être contamination, traçabilité, enfin perte de traçabilité, non-respect d'un paramètre. Voilà, ça va être un peu tous les grands thèmes qui génèrent généralement des déviations. Qui vont présenter un risque pour le produit, quoi. Mais finalement on pourrait tout simplement si on fait du coup cette fameuse évaluation des risques systématiques sur chaque événement, et bien du coup ça on pourrait tout simplement se passer de ça. C'est finalement c'est est-ce que l'événement présente un risque général, et puis là du coup tout le monde il va de son petit commentaire en disant oui, il y a un risque pour ci, un risque pour ça, un risque pour ça. Derrière, action pour lever le risque, pour voir si ce risque a eu un impact ou non. Si aucun des risques auxquels on a pensé a eu un impact, bing, on classe ça en déviation, quoi. En événement. Et donc on en est revenu de ça. Ça a eu son heure de gloire, et puis on a pensé à autre chose, à une solution bien plus élégante et pratique aussi. Et pratique, ouais. Qu'on va parler. Donc, en fait, on a tout combiné avec finalement l'analyse danger. L'évaluation de la criticité. Voilà. Donc, ça va être gravité, détectabilité, occurrence. Donc, on vous en parlera ça de la semaine prochaine, parce que ça fait 30 minutes qu'on parle sur ce sujet. Merveilleux. Donc, on n'a même pas. On voit pas le temps passer. Hein. On n'a même pas couvert l'ensemble de l'évaluation de la déviation. Et donc, on va attendre le bon Arnaud pour nous aider à commenter sur ce sujet. Voilà. Il en a des choses à dire. Il en dit des choses, Arnaud. Écoutez, si jamais vous voulez que je vous envoie des documents que vous avez vus, des trucs ou des suggestions des documents, n'hésitez pas à nous envoyer un message, hein. Je serais très content de partager ces documents avec vous. C'est pas des secrets, c'est des outils qui peuvent être utilisés. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous suivre. Merci à tous d'être restés jusque là. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde.